Mais je voudrais passer la parole à Geneviève de Fontenay, qui nous fait l'honneur de venir soutenir notre appel à la mobilisation. Bien sûr que j'ai écouté très attentivement tout ce que vous venez d'énoncer, que j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence ce matin pour cette conférence de presse qui bien sûr est la conférence de presse de pré-manifestation du dimanche 16 octobre à Paris pour la famille et pour l'enfant. Alors comme vous le constatez, nous sommes un certain nombre d'intervenants parce que à nouveau, une fois de plus, la Manif pour tous rassemble très largement en vue de ce combat extrêmement important pour la famille et pour l'enfant. Nous sommes un collectif large, j'allais dire plus large que jamais. Alors, un certain nombre d'associations sont représentées. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu être présents. Certains présidents ou dirigeants ne sont pas forcément parisiens. Je vais donner la parole à chacun et puis je vous évoquerai rapidement les autres associations qui font partie de ce collectif. Dans ce collectif, des associations qui existent depuis des années, qui se battent, avec lesquelles nous nous battons ensemble, et puis aussi des associations qui sont nées dans le sillage et avec le dynamisme de la Manif pour tous en 2012-2013. Alors par exemple, les Gavroches qui sont nés, si je puis dire, avec la Manif pour tous, exactement, avec le Til Brossolette, Marie-Gabrielle Ménager, les Merveilleuses. Voilà, pour celles qui sont Axel Roquefam, pour les Veilleurs, et puis il y a d'autres associations que j'évoquerai après, et puis des associations que vous connaissez bien et qui vont se présenter. Juste très rapidement, avant de passer la parole, cette fois-ci, aujourd'hui, c'est pas moi qui travaille, il y a beaucoup d'experts, de personnes compétentes et qui ont une belle légitimité pour s'exprimer sur ces sujets. Je voulais en tout cas insister donc sur le fait que nous sommes un large collectif et puis évoquer cette journée de dimanche qui sera en fait la journée de la famille et de l'enfant. Vous le savez, nous souhaitons nous opposer à un certain nombre de projets en cours et à un certain nombre d'annonces faites par François Hollande. On peut le penser pour des raisons électoralistes. En tout cas, il y a des sujets graves devant nous. La PMA sans père, une fois de plus, elle revient sur le devant de la scène. La gestation pour autrui, avec ce qui se passe du côté de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis un certain nombre de projets de loi, dont justice du XXIe siècle, égalité et citoyenneté, et une proposition de loi API, autorité parentale et intérêt de l'enfant, annoncée par, dont la remise en route au Parlement a été annoncée par François Hollande le 30 juin dernier. Et puis nous évoquerons également la question de l'éducation. Nous l'avons toujours évoquée à cause de cette question du genre dans les manuels scolaires à l'école et à propos du plan ABCD de l'égalité puis plan égalité. Or, ce sont les parents qui ont la responsabilité de l'éducation de leurs enfants et personne d'autre. Et évidemment, les parents doivent pouvoir faire confiance à l'école et voir leur liberté de conscience respectée. Mais l'un de nos intervenants développera davantage ce sujet. Je passe tout de suite la parole à Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Merci. Merci Ludovine. Je voudrais d'abord te remercier la Manif pour tous de tenir cette ténacité paisible. Dans une société où on a tendance à être emporté par l'éphémère, où nous voyons aussi, on le sait, les responsables politiques, quelle que soit leur qualité, naviguer souvent à vue. On a besoin de ce mouvement social qui a réveillé le souci très profond d'une anthropologie fondée sur des repères stables, des repères immuables, au service des plus fragiles. La ligne de base d'Alliance Vita, c'est solidaire des plus fragiles, et c'est ce qui explique à la fois notre participation dès l'origine à la Manif pour tous et également notre soutien à cette nouvelle mobilisation. C'est presque, je dirais, un honneur, une joie de continuer de porter exactement les mêmes convictions profondes. Il n'y a aucune raison qu'elles changent dans un contexte où le gouvernement n'en finit pas de travailler à, qu'il en soit conscient ou pas, ce que Zygmunt Bauman appelle, ce sociologue, la liquéfaction de la société. Nous sommes pour une société fondée sur des repères anthropologiques, ce que moi j'appelle les murs porteurs de l'écologie humaine.
Et le mur porteur fondateur de notre mobilisation, c'est la parité. La parité originelle dont nous avons tous bénéficié dans l'engendrement, dans la procréation. Une parité, bien sûr, qui articule nature et culture pour l'être humain. Vous le savez, depuis le début, avec nos porte-paroles, quels qu'ils soient, et dont certains ont été soigneusement ignorés par nos adversaires, ils sont concernés par l'homosexualité, et à nos côtés, ils défendent le droit pour un enfant de se voir reconnu dans son histoire généalogique, dans son engendrement, eh bien, un père et une mère, qu'ils soient au moins au départ biologiques. Or, ce qui s'est passé depuis des années, eh bien, c'est cette tentation de nier ce réel anthropologique. Or, la science fait des progrès extraordinaires, magnifiques. La science a sauvé nos vies pour la plupart du fait de ses progrès, ne serait-ce que parce que nous avons appris à nous laver les mains pour des interventions chirurgicales ou autres. Certes, nous sommes sauvés par la science, mais maintenant elle a le doigt sur la vie. Elle a le doigt sur le premier commencement de la vie et elle bricole. Et nous nous disons, attention, est-ce que nous voulons léguer aux générations futures ces repères anthropologiques précieux, et notamment cette altérité sexuelle dans l'engendrement, dont nous avons tous bénéficié? Est-ce que nous voulons léguer aux générations futures ce précieux repère de la maternité corporelle, de la gestation corporelle, ou bien est-ce que nous voulons aller vers une maternité éclatée, vers la pluriparentalité qui finalement fait injonction à l'enfant d'avoir au-dessus de lui des autorités instables et éphémères? C'est la raison pour laquelle nous nous mobilisons dans un temps que nous savons préélectoral. Nous savons que le gouvernement est entraîné dans une sorte de surenchère sociétale. Je ne ferai pas d'analyse économique, mais tout le monde se rend bien compte de cette tentation actuelle de la surenchère vers les dérives sociétales qui peut tenter un gouvernement en mal de reconnaissance. Et de l'autre côté, nous n'ignorons pas non plus que les programmes de ceux qui nous gouverneront dans quelques mois sont en train de s'élaborer. Dans une France, et j'en ai terminé presque, en quête de repères, en quête d'identité, est-ce qu'une vacuité anthropologique peut véritablement être la solution? Eh bien, nous disons non. Nous disons que, bien sûr, tous les sujets qui préoccupent les Français nous préoccupent également, mais que nous avons cette chance de porter le débat politique, peut-être même le débat métapolitique sur le fond. De même que l'écologie environnementale a envahi, et c'est positif, toutes nos préoccupations, parce que nous voulons léguer aux générations futures une terre habitable et respirable, eh bien, nous avons à léguer aux générations futures des repères sur qui est l'homme, d'où vient-il, est-il vraiment un sujet de droit, ou est-il un objet de désir qu'on peut se fournir contre facture? Et on le voit, la France, pays des droits de la personne, pays des droits de l'homme, résiste encore et toujours à la marchandisation du corps que certains de nos pays voisins et amis n'ont pas su endiguer. Nous le voyons, la résistance à la gestation par autrui en France occupe toutes les sphères de l'échiquier politique. Et c'est l'honneur de notre pays. La Manif pour tous y contribue fortement et nous attendons le plus grand nombre de personnes pour demeurer dans cette ténacité paisible qui est la marque de la Manif pour tous, de notre grand mouvement social qui foisonne effectivement, comme Ludovine l'a dit. Je dirais simplement un mot de plus. Tout ce qui a été révélé par écrit, des revendications de ceux contre lesquels nous agissons, confirme la pertinence de nos revendications. Je l'ai écrit et je le redis, quand Caroline Mécari, dans un colloque, exprime qu'il faut obtenir le mariage pour l'abolir, eh bien, nous avons bien cette confirmation que derrière l'intention de certains affichés d'occuper, d'obtenir des droits, eh bien, il y a une volonté délibérée de dissoudre cette institution que nous voulons protéger pour les plus fragiles, c'est-à-dire pour l'enfant qui a besoin de la famille comme écosystème durable, avec des repères solides, et c'est ce que nous voulons encourager, sans pour autant, vous le savez, nous le disons toujours, jeter la pierre à tous ceux, et nous en faisons partie, qui vivent dans des familles en difficulté, qui ont besoin d'un soutien spécifique. Voilà, Ludovine, ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, Tuc Dual. Jean-Marie, alors, oui, pardon, on va faire une toute petite interruption. Geneviève
On va la mettre peut-être entre toi et Ouais. Là, on va l'installer là, ça va être plus facile. On va tirer celle-ci. Voilà. Bonjour, Geneviève. Installez-vous. Hop. Voilà, Geneviève de Fontenay qui vient nous rejoindre et qui va également s'adresser à vous à propos des questions qui nous intéressent. Geneviève, je poursuis avec les associations avant de vous passer la parole. Donc Jean-Marie Andrès, qui est le président de la CNAFC, c'est-à-dire de la Confédération nationale des associations familiales catholiques, qui est depuis le départ aussi, depuis le début de la Manif pour tous, partenaire naturel, évident de notre mouvement social. À toi la parole. Merci beaucoup. Donc quelques mots pour simplement insister sur quelques points de Tugdual. La rupture qu'a marqué la loi Taubira, c'est d'abord une rupture de la manière de faire société, dans la mesure où, sur un thème fondateur, parce qu'en fait, il dit quelque chose de fort et de particulier sur ce qu'est la relation entre les personnes. On a choisi d'avancer indépendamment de ce que la société a envie de construire, c'est-à-dire vous, moi, chacun. C'est un problème parce que finalement, désormais, quand on rencontre quelqu'un qui vous dit qu'il est marié, vous êtes obligé de lui demander avec un homme ou avec une femme. Ça veut bien dire en fait qu'on a changé les mots, et il ne faut pas changer les mots à l'insu des personnes. Et donc, la première des mobilisations qui s'impose à nous est donc, en fait, cette volonté d'exprimer la nécessité qu'en France, on redécouvre que la société, ça se construit avec tout le monde, hein, et pas une courte majorité contre une autre courte minorité. On n'est pas plus fin, de ce point de vue-là, que le drame du Brexit, hein, où la moitié de l'Angleterre regrette ce qui fait la joie de l'autre moitié de l'Angleterre. Donc arrêtons en fait de cette violence politique. Et donc nous venons manifester déjà pour inviter les gouvernants, et en particulier ceux qui sont en place, mais ceux qui se dessinent aussi, puisque nous sommes à la veille d'échéances importantes, à faire de la politique autrement. Pourquoi faire de la politique autrement ? C'est donc d'abord parce que nous avons besoin en société, c'est-à-dire tous ensemble, d'approfondir un certain nombre de sujets qui sont des sujets forts et de nous décider des choses, pas parce qu'il y a des lobbies, mais d'abord parce que c'est un choix profond en fait de l'ensemble des Français. Donc ça c'est le premier aspect. C'est bien dans ce contexte-là d'ailleurs que malheureusement l'action politique aujourd'hui nous conduit aussi à de la mobilisation. Nous avons aujourd'hui une approche par le gouvernement qui est une approche qui considère les Français comme massivement irresponsables. La manière en particulier à l'école, tour à tour, d'aborder la problématique du genre ou ensuite d'aborder la problématique de l'égalité garçon-fille, c'est d'abord une politique qui dit aux parents « vous êtes trop bêtes ». Pour qu'on laisse l'éducation de vos enfants à vous-même, et l'école va donc s'en occuper. Qu'il y ait des débats sur toutes ces choses-là, que, objectivement, la culture, la place de la culture dans l'éducation d'un enfant soit un vrai débat, c'est absolument indispensable, mais que l'on dessaisisse les parents de ce débat et qu'on décide en fait de s'en occuper à leur place, c'est absolument insupportable. Je reprends d'ailleurs à ce titre totalement à notre compte la terminologie de colonialisme idéologique employée par le pape François. Nous avons une attitude à partir de nos certitudes, et je ne condamne pas le fait d'avoir des certitudes, j'en ai, vous en avez, chacun en a. En revanche, la relation à l'autre dans l'expression de mes certitudes, nous devons faire attention à ce que ça ne soit pas notre forme de colonialisme moderne. Je vais dramatiser un petit peu mes propos. Nous avons en France un problème de vivre ensemble. Ça ne surprend personne, en fait, quand aujourd'hui on parle de partout de la problématique des relations entre les communautés qui vivent en France, en particulier la communauté musulmane.
une partie de ces tensions et une partie de la réceptivité d'ailleurs au sein de ces communautés à certains fondamentalismes vient notamment de notre néocolonialisme idéologique. Et donc c'est tous ces éléments-là, sans compter, et dernier point, donc une agression objective en fait pour les familles qui font l'effort de l'éducation de leurs enfants d'un point de vue fiscal, d'un point de vue de politique familiale depuis des années. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, ce sont les familles avec enfants qui ont consenti le plus gros effort fiscal en France. C'est-à-dire que la France est ce pays à ce point des Lumières qu'on trouve juste, pour reprendre le mot du Premier ministre, que ce soit les familles avec enfants qui fassent le plus gros effort fiscal de ces dernières années. Et donc ça évidemment, ça nous conduit aussi à saisir l'opportunité de ce dimanche 16 octobre pour exprimer en fait une exaspération face à cette politique imbécile. Voilà. Merci Jean-Marie. Alors à propos justement d'éducation, Axel Rockvam, je crois, va nous parler de ce sujet en particulier. Oui. Je m'appelle Axel Rockvam, je m'occupe d'un mouvement qui s'appelle Les Veilleurs et je serai à la Manif pour tous et je la soutiens vivement. En quelques mots, pourquoi je pense qu'il faut toujours manifester? Parce que c'est pas parce qu'une loi est votée, parce qu'une loi est républicaine, qu'elle est une vraie loi qui rend un service à la société. Il y a des ordres injustes qui cachent les pires désordres, disait Charles Péguy. Donc si on estime que cet ordre est injuste, je pense qu'il faut continuer de lutter pour le dévoiler. Et son dévoilement seulement, sa compréhension seule, suffit à préparer un changement et de nouvelles lois. Des mauvaises lois remplacées par de bonnes lois qui rendent service à la société et au bien commun. Et je pense que cette loi s'attaque en particulier à deux piliers qui ont déjà été évoqués, mais la séparation de l'humanité hommes et femmes, cette distinction, cette différence qui n'est pas une menace, comme toute différence n'est pas une menace, mais une possibilité, une occasion de communion. Et aussi la liberté d'éduquer et d'enseigner à ses enfants ce que l'on souhaite, qui est un autre pilier fondamental. Si on empêche les parents ou si on contredit les parents, on ne permet pas que la famille soit ce lieu de transmission, non seulement de la connaissance, mais aussi de l'amour, du don de soi. La famille ne prime plus, mais c'est l'école qui prime. Et alors il n'y a plus pour l'enfant de repères clairs si les messages portés par l'un et par l'autre sont contradictoires. Donc c'est à l'école d'être prudente et respecter l'éducation que les parents souhaitent donner à leurs enfants. Voilà, c'est pourquoi cette remarque, parce que récemment la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est un peu moquée des Français, ça depuis longtemps, mais là aussi du pape François, en estimant que la théorie du genre, en disant que la théorie du genre n'existait pas, après avoir elle-même dit, je la cite, « Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte », elle parle de l'égalité garçon-fille, pour y glisser la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Donc là c'est très clair, cette vidéo n'importe qui peut la trouver sur YouTube en tapant identité, genre, Najat Vallaud-Belkacem, la vidéo apparaît tout de suite, c'est très clair, et donc là il y a une tromperie, il y a un mensonge de la part du ministre. Il va falloir aussi montrer en quoi la déconstruction de stéréotypes de genre, qui ne sont pas eux niés, réduisent les violences conjugales. On ne voit pas bien le lien. Le fait que Julie ait deux papas ou que Bastien puisse porter une jupe, a priori n'empêchera pas une violence conjugale. En revanche, il est possible que le fait que des jeunes Français aient plus de vocabulaire pour exprimer les contradictions, les souffrances qui sont en eux, plutôt qu'ils soient réduits avec très peu de connaissances et très peu de mots, pour s'exprimer, je pense que là, pour le coup, il y a une possibilité de diminuer les violences dans notre société, en éduquant les personnes et en leur donnant les mots, en leur donnant de maîtriser leur langue, d'avoir plus de vocabulaire. Voilà, donc ça c'est sur le rôle de l'école. Après, la Manif pour tous n'est pas qu'une force d'opposition, elle est aussi une force de proposition. Elle a fait une série de propositions
sur ces questions récemment pour inspirer les partis et les programmes à l'approche de la campagne présidentielle. Et je pense même que plus loin encore, l'action ou la mutation politique est possible et féconde que si elle s'appuie sur une action et une mutation métapolitique. C'est pourquoi, après la manifestation, avec des amis, nous organisons une veillée. C'est-à-dire que nous resterons sur le pavé à 19h30 sur l'esplanade du Trocadéro pour, autour de cette veillée, s'interroger plus profondément sur les tenants, aller aux racines du problème, aller aux racines du mal, pour voir ce qui profondément divise les Français sur cette question, pour l'expliciter et en fait le désarmer. Ouais, donc il y aura un philosophe, une juriste, un avocat, il y aura aussi des musiciens, il y aura des pièces de théâtre antique, enfin voilà. Cette veillée portera sur le thème de la famille, naturellement. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit ce que je souhaitais, excepté une citation que j'ai relevée de Jules Ferry, dans une lettre aux instituteurs de la fin du 19e siècle, en 1883, qui écrit, qui fait passer une circulaire, ça se fait toujours aujourd'hui, aux professeurs en France, et qui leur dit « Si parfois vous étiez embarrassés pour savoir jusqu'où il vous est permis d'aller dans votre enseignement moral, voici une règle pratique à laquelle vous pourrez vous tenir. Avant de proposer à vos élèves un précepte, une maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve à votre connaissance un seul honnête homme qui puisse être froissé de ce que vous allez dire. Demandez-vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous de le dire. Si étroit que vous semble peut-être un cercle d'action ainsi tracé, faites-vous un devoir d'honneur de n'en jamais sortir. Restez en deçà de cette limite, plutôt que de vous exposer à la franchir. Vous ne toucherez jamais avec trop de scrupules à cette chose délicate et sacrée qui est la conscience de l'enfant. » Jules Ferry. Voilà, merci beaucoup. Merci Axel. J'en profite pour dire, puisqu'on a beaucoup parlé de Nuit debout au printemps dernier, que les veilleurs et les veillées en France, depuis 4 ans, se poursuivent tous les jours quelque part en France, absolument partout. Des veillées ont lieu avec une persévérance extraordinaire et je regrette qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est quelque chose de tout à fait inattendu, exceptionnel et d'une très belle gratuité. Voilà, des soirées de réflexion qui sont toujours dans des lieux publics, sur des places publiques, partout en France, et donc ce soir-là, en l'occurrence, à Paris. Je passe la parole à Claire Delahoux, qui représente le Centre européen pour le droit et la justice. Voilà, que je remercie. Merci beaucoup, Ludovine. Le CLJ, le Centre européen pour le droit et la justice, s'occupe beaucoup de protection de la famille devant les institutions européennes. Et la famille, le mariage, la filiation, ce sont des questions importantes actuellement en Europe. Ce sont des questions qui sont débattues, il y a des choix politiques importants qui se font ou auxquels on réfléchit. Et ce qui se passe en France intéresse nos voisins. Ils suivent ce qui se passe parce que, voilà, voyant ce mouvement pour la protection de la famille contre certains mouvements qui voudraient la déconstruire ou l'abandonner. Voilà. Et le CLJ est engagé en particulier depuis de nombreuses années sur la question de la maternité de substitution ou la gestation par autrui, qui est une pratique qui viole la dignité des personnes, la dignité des femmes d'abord, qui sont utilisées comme un four ou un incubateur. Vous avez pu entendre ces termes dans l'émission Zone Interdite. Exactement. Voilà. Donc la femme est utilisée comme un moyen, comme une machine reproductive, ce qui est manifestement contraire à sa dignité et accessoirement contraire à des traités internationaux. Et cette pratique est aussi évidemment attentatoire à la dignité de l'enfant. L'enfant est conçu, porté, mis au monde et livré en exécution d'un contrat. Alors c'est clairement contraire à sa dignité humaine et c'est aussi, ça montre que l'on dispose de lui. On dispose de lui comme d'un bien par contrat. On le vend ou on le donne parce que même si c'est à titre gratuit, c'est une personne qui décide de son sort et qui le remet. Et ça, le fait de disposer, eh bien, c'est un attribut du droit de propriété. Et la définition de la situation d'une personne sur laquelle s'exercent un ou plusieurs attributs du droit de propriété, c'est l'esclavage.
Voilà, donc l'enfant objet d'une gestation par autrui, juridiquement, est en situation d'esclavage, puisqu'on dispose de lui comme d'un bien. Et cet enfant aussi est remis au commanditaire en échange le plus souvent d'une somme d'argent, parfois d'autres avantages. Et toujours en droit international, la remise d'un enfant, la transaction qui consiste à remettre un enfant contre une somme d'argent ou tout autre avantage, ça s'appelle une vente d'enfant. Donc la gestation par autrui est entièrement contraire non seulement à la dignité des personnes, mais aussi au droit international. Donc il est très important de s'opposer à cette pratique et l'interdire. On voit des signes encourageants, en particulier le fait qu'un certain nombre de pays qui étaient pourvoyeurs d'enfants ferment leurs frontières, refusent maintenant que des étrangers viennent comme ça acheter des enfants chez eux et exploiter la misère des femmes. Il y a eu le Parlement européen qui s'est prononcé l'an dernier pour l'interdiction de cette pratique. Et tout récemment, cette semaine, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a rejeté le projet de rapport de résolution et de recommandation de Petra de Sutter, qui, tout en parlant d'encadrer, empêcher des dérives ou protéger les droits de l'enfant, avait en réalité comme but d'autoriser le principe de cette pratique. Donc il y a des éléments encourageants. Néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous le savez, a condamné la France pour ne pas avoir reconnu la filiation. Pour la première affaire, le renvoi en grande chambre n'a pas été demandé. Ce n'est pas trop tard pour la seconde. Et je précise que dans l'affaire qui a été jugée par la Cour européenne des droits de l'homme cet été, la Cour d'appel en France avait dit clairement qu'il s'agissait d'un achat d'enfants. Et malgré ça, on serait censé reconnaître la filiation. Il y a quand même un problème majeur. Donc il est important que la France soit en première ligne dans la défense des plus faibles et interdise cette pratique et prenne la tête d'un mouvement international, comme nous l'avait annoncé d'ailleurs le Premier ministre, pour interdire à l'échelle internationale cette pratique qui viole la dignité des femmes et des enfants. Merci Claire. Sauf erreur de ma part, c'est jusqu'au 21 octobre, n'est-ce pas, voilà, que Manuel Valls, le gouvernement, peut passer aux actes, effectivement, comme il l'a promis, et faire appel de cette décision de la CEDH. Donc c'est à lui de voir s'il tient sa parole sur ce sujet de la GPA, n'est-ce pas? Absolument. Il avait dit, Manuel Valls avait dit, avait condamné très très fermement toute forme de gestation pour autrui en 2014, en octobre 2014, 48 heures avant l'une de nos manifestations. Et il avait notamment dit retranscrire, automatiser la retranscription des actes de naissance d'enfants nés de GPA à l'étranger à l'état civil français reviendrait, et je cite toujours, à normaliser et accepter la GPA. Or, c'est ce qui est en train de se passer, et donc, si M. Manuel Valls est cohérent, il doit faire appel de cette nouvelle condamnation, et cet appel est possible jusqu'au 21 octobre. C'est donc bien l'un des motifs précis de notre manifestation. Donc, arrêt qui date du 21 juillet, appel possible jusqu'au 21 octobre. Et je précise que, heureusement, et bien sûr, tout enfant né de GPA a un acte de naissance, comme tout le monde, un acte de naissance en l'occurrence établi à l'étranger, comme un certain nombre de personnes qui vivent en France, qui sont nées à l'étranger. Il n'y a aucun besoin d'exiger et de demander une retranscription. C'est un véritable chantage qui est fait pour obtenir l'inscription d'une filiation qu'on veut fonder sur un choix parental et non plus sur la réalité de cette filiation et telle qu'elle a été établie à l'étranger. Voilà, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est en jeu que parce qu'il y a gestation pour autrui et non pas pour des questions administratives secondaires et qui ne sont pas réelles. Donc la France doit faire appel d'ici le 21 octobre impérativement. C'est juste une question de tenir sa parole. Une parole politique éphémère décourage les Français et génère une colère, moi je l'appelle une colère anthropologique finalement, extrêmement fondée, dans la mesure où on a l'impression qu'on cherche à amadouer les uns, et 5 mois après on a une autre position, et encore une autre position. Moi je pense que d'une certaine manière la Manif pour tous, et nous tenons un cap politique bien plus enraciné que les tergiversations de ceux qui nous dirigent et qui annoncent une chose pour faire l'inverse quelques mois plus tard. Bien plus enraciné et tourné vers l'avenir en réfléchissant à toutes les conséquences immense, vertigineuse de toutes ces pratiques, et j'évoquerai un fait tout récent tout à l'heure. Gabriel Ménager pour les Merveilleuses.
Merci beaucoup. En effet, je confirme que naître à l'étranger n'est pas un problème, puisque c'est mon cas et que je n'ai jamais eu de problème et que tout va bien. Et je vis en France très librement, même étant née à l'étranger. Ceci est un détail. Je voulais aller dans le sens du respect de l'enfant et du respect de la mère aussi. Les Merveilleuses, c'est un mouvement qui est issu de la Manif pour tous, comme d'autres ici. Et en fait, plusieurs mères se sont aperçues que descendre dans la rue pouvait peut-être faire bouger les choses et avait une efficacité parce que le nombre devenait de plus en plus grandissant. Et donc se sont dit, ben, on va aller plus loin, on va essayer d'éveiller des consciences. D'éveiller des consciences en douceur, comme une mère peut le faire, même si elle a une colère en elle très forte, elle peut agir en douceur. Et donc pendant une année, le challenge a été le suivant, c'est de dire, ben, on ne va pas rester juste 24 heures à en parler, on va rester pendant un an, et jour et nuit, quelque part en France, il y aura des mères dehors qui parleront, et qui parleront avec tout à chacun. Ce que certains appellent peut-être même les sondants. Et donc on s'est aperçu qu'en parlant avec tout à chacun, dans toute la France, finalement, en prenant le temps, on a trouvé peu de personnes qui étaient favorables au fait que c'était peut-être une bonne chose de laisser une femme vendre son enfant, que ça pouvait être une bonne chose de dire à sa fille, bah, écoute ma chérie, fais-toi un petit peu d'argent de poche, tu peux aller vendre un enfant, c'est une bonne chose. Et donc on s'est aperçu que finalement on n'a pas vu beaucoup de gens si favorables à cette loi. Et on essaie de nous dire que finalement tout le monde, c'est une ouverture, c'est une gentillesse, c'est de la générosité, etc. En réalité, c'est une extrême violence. Et pour la mère, quelle mère peut, dans la joie, se séparer de son enfant qu'elle a porté 9 mois? Quelle mère peut, dans la joie, couper ce lien qu'elle a créé pendant 9 mois? Ça, c'est une chose. Nous sommes en train de créer, en potentiel, des mères blessées, des mères en souffrance. Et quelle est la mère qui peut aussi, ou quel est l'enfant qui peut se construire de façon stable, avec une colonne vertébrale, sachant qu'il a été un objet de vente, un objet qui a servi au commerce. Et je crois que ces débats-là, des centaines de merveilleuses se sont mobilisées pour écouter d'abord, et puis pour peut-être parler, former, éduquer, ce que disait Axel tout à l'heure. Et en réalité, aujourd'hui, on sait que plusieurs centaines de merveilleuses se sont engagées, qui dans l'enseignement, qui dans la cité, qui dans la politique, qui dans des associations. Ces merveilleuses se sont engagées en disant maintenant nous allons agir. La Manif pour tous a réveillé ces mères, les a mises debout et les a mises comme acteurs. Et je voudrais aller un petit peu plus loin. Quand on a parlé tout à l'heure de la famille, Irène Théry a des grandes idées, et cette femme a une idée absolument extraordinaire, c'est de dire, eh bien, puisque les enfants risquent d'être malheureux dans les bouleversements des familles, faisons cette chose géniale, nous allons mettre des maisons avec des enfants dedans, et puis les parents viendront voir leurs enfants, comme ça les enfants ne seront pas perturbés de qui sera le père, qui la mère, qui tourne, etc., ou les deux pères, ou les deux mères, etc. Et alors ça fait rire. Ça fait rire, sauf qu'il y a un film dont l'actrice Julie Gaillet en est une des stars, fait en ce moment, on voit ce film qui s'appelle La Maison des Enfants, qui fait beaucoup rire. Mais je pense qu'on devrait réfléchir un tout petit peu. On est en train de désaxer complètement ce qui est, ce qu'on a dit tout à l'heure, l'engendrement naturel, et puis le droit aux parents d'éduquer leurs enfants, et aux enfants d'avoir un père et une mère. Et donc les merveilleuses ne lâcheront pas. Tant que la Manif pour tous agira, nous agirons, mais les merveilleuses agissent discrètement aussi dans leurs engagements qu'elles ont pris ces 3-4 dernières années. Je vous remercie beaucoup. Merci Gabrielle. Alors, j'insiste sur un point, nous sommes bien connaisseurs des réalités législatives. Ne dites pas et ne me faites pas dire que la GPA est autorisée en France ou qu'on veut l'autoriser. Voilà, c'est pour qu'on n'aille pas dans ce champ. Voilà. On sait pertinemment qu'elle est absolument interdite, mais ce que nous savons, et vous savez pertinemment aussi, c'est qu'en réalité, dans les faits, on la facilite, on laisse faire, et le gouvernement est complice de ce trafic d'enfants et de cette exploitation des femmes, et un certain nombre d'ailleurs d'organisations osent promouvoir cette forme d'exploitation des femmes, et toute la question est là. Et je passe la parole à Clotilde Brosselet pour les Gavroches. Les Gavroches, exactement. Alors nous sommes nés en 2013 et nous partageons les mêmes combats que ceux de la Manif pour tous, donc c'était évident que le dimanche, le 16 octobre, nous serons dans la rue, sur toute la rue, c'est notre terrain de jeu préféré. Donc vraiment, c'est une évidence que nous soyons là. Mais plus profondément, il nous semble important que la famille soit défendue. En fait, si on veut
si nous voulons que l'histoire de France renoue avec le bien commun, il faut que la famille soit préservée. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte de chômage, de paupérisation des classes moyennes, mais aussi des classes sociales les plus fragilisées, on voit bien que la famille est finalement le premier lieu de la solidarité. La famille joue dans cette question de la solidarité à tous les niveaux. À la fois au moment du chômage, finalement ce sont les parents qui aident un enfant en difficulté financière, mais aussi dans le cas de la grande vieillesse. Combien de parents sont accueillis chez leurs enfants pour finir leur vie? Il y a tout un panel comme ça, de situations dans lesquelles c'est la famille qui sert de premier refuge. Donc fragiliser les familles, c'est finalement fragiliser profondément notre société dans les premiers liens de solidarité qu'elle peut tisser. Et puis un deuxième point qui pour nous les Gavroches nous semble important, c'est que la famille, c'est le premier lieu de l'apprentissage de l'altérité. Un oncle qui n'a pas les mêmes idées politiques que nous, un frère qui a une difficulté scolaire et qui demande beaucoup plus de temps que nous quand on est enfant. Mais ça peut être aussi des tempéraments forts qui s'affrontent. Ça se passe en famille, toujours. Ça commence en famille. Et si nous n'avons pas la possibilité de vivre ça en famille, notre société va se liquéfier, comme le disait Tulia. Donc c'est véritablement le premier lieu où l'on apprend le respect et la richesse que peut être la différence. Et si nous apprenons en famille le respect de la différence, nous sommes capables de comprendre ce que c'est que le collectif. Et finalement d'apprendre le sens de ce collectif. Et vraiment, nous les Gavroches, nous allons dans la rue dimanche parce que nous pensons que si les familles sont attaquées, si les familles ne sont pas fortes, c'est notre société, c'est notre pays qui va se liquéfier définitivement. Donc dimanche, nous serons dans la rue avec nos casquettes. Merci Clotilde. Jean-Pierre Delomillard, porte-parole national de la Manif pour tous, auteur du livre Homosexuels contre le mariage gay. Et, en France et Non El Mio nommé en Italie. Absolument. À toi la parole. Alors, je voudrais dire que les homosexuels sont les grands oubliés depuis 2012. Non pas de la Manif pour tous, et merci à Ludovine, mais des médias en général. Oui, il y a de nombreux homosexuels qui sont contre la loi Taubira, la GPA, la PMA. Alors donc dimanche à la tribune, je vais rappeler que si je me suis engagé depuis 2012, donc en tant qu'homosexuel aux côtés de la Manif pour tous, c'est pour dire haut et fort que le lobby LGBT n'est en rien représentatif des homosexuels et que je ne lâcherai rien pour ne pas être complice de la destruction de la famille et du mariage, le seul, le vrai, celui d'un homme avec une femme. Et c'est un homosexuel qui vous le dit. Je m'adresserai également aux hommes politiques pour leur demander de ne pas être les manches à air des associations LGBT et d'arrêter de promettre de construire des ponts là où il n'y a pas de fleuve mais que des larmes. Je leur rappellerai aussi que dans quelques mois auront lieu des élections essentielles pour notre pays et que nous représentons des milliers de voix et que nous ne les donnerons pas à ceux qui ne reviendront en aucun cas sur l'abrogation de la loi Taubira. Et il est à regretter d'ailleurs que ce soir, dans le débat des primaires, cette question ne soit pas traitée. Enfin, j'affirmerai aussi que les homosexuels sont des citoyens à part entière et qu'à ce titre, ils doivent effectivement bénéficier, comme tout à chacun, des mêmes droits sociaux, logement, pension de réversion, mutuelle, mais aucunement le droit d'adopter ou de considérer la femme comme une marchandise dans le cadre de la gestation par autrui, et qu'il n'est pas illogique d'être homosexuel et de défendre la famille. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors à propos de l'inter-LGBT, je me permettrai de vous lire l'un des objectifs de l'inter-LGBT qui est présenté sur le site internet de l'inter-LGBT et qui exprime en 2 phrases, mieux que je ne saurais le faire, ce que nous ne pouvons accepter. Cette revendication est la suivante: que soit redéfinie la filiation pour la fonder sur l'engagement parental, ce qui permettrait d'établir la filiation des enfants dès la naissance avec tous leurs parents, indépendamment de leur genre, il y en a 71 sur Facebook, indépendamment de leur genre, de leur nombre, pluriparentalité, c'est l'inter-LGBT qui l'indique, et de leur mode de conception, ce qui veut dire éventuellement PMA sans père et GPA. Et donc quand on nous dit, parfois, voire souvent, vous exagérez, mais non, c'est pas la perspective, mais non, vous donnez des intentions, non, on voit parfaitement quel est l'objectif, ou quel est l'un des objectifs, et on voit très très bien, sauf à être d'une naïveté absolue ou totalement bisounours, on voit très très bien que nous avançons
pas à pas, dans cette perspective. Voilà. Mais je voudrais passer la parole à Geneviève de Fontenay, qui nous fait l'honneur de venir soutenir notre appel à la mobilisation. Bien sûr que j'ai écouté très attentivement tout ce que vous venez d'énoncer, que j'adhère totalement à tout ce que vous avez dit. Bon, le mariage, c'est une institution. On peut dire que ça date d'Adam et Ève, si on peut dire. C'est l'union d'une femme et d'un homme pour transmettre la vie. On n'a pas trouvé autre chose pour l'instant que ça. Et quand on voit comment est fait un être humain, quand on voit que c'est fait dans les entrailles d'une femme, et c'est là qu'on voit que l'enfant hérite, est nourri du sang de sa mère, elle hérite des gènes, etc. Donc il y a un lien très très fort entre l'enfant et la mère, évidemment. Dès qu'il est né, il cherche à téter le sein de sa maman. Donc ça, je pense que personne ne peut contester ça. Le mariage, ça existe dans le monde entier, dans tous les pays, et dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a le mariage. Il prend différentes formes. Ça donne lieu souvent à des costumes, des spectacles. C'est une fête, c'est un spectacle, c'est quelque chose qui est une institution. Bon. C'est vrai que deux hommes ne peuvent pas transmettre la vie. Ils devraient d'ailleurs se rappeler qu'ils sont justement sortis des entrailles de leur maman. Alors c'est pour ça que je pense à ça depuis quelque temps. J'avais dit à Ludovine déjà en 2014, je pensais qu'on pourrait peut-être justement trouver une formule qui pourrait résoudre ce problème, parce qu'on n'est pas au bout de ce problème, et d'instituer l'union de deux hommes par un guerriage. Un guerriage. Bien ça. Un guerriage qui pourrait être en plus gai et haï. Ce serait une fête. D'ailleurs, ce serait la marraine s'il faut. Mais je pense que là, ce serait très net. Il y a un guerriage. Et puis il y a le mariage traditionnel et tout. Et ce qui nous éviterait peut-être de continuer à faire des manifestations et tout. Bien sûr que la GPA, c'est un crime contre l'enfant. C'est un crime. On ne peut pas admettre qu'un enfant comme ça, dès qu'il arrive, allez, vous pouvez venir chercher, il est prêt, etc. C'est insupportable. Et je ne comprends même pas comment des êtres dits humains peuvent envisager des situations pareilles. D'ailleurs, moi, ça m'énerve qu'on dise des mères porteuses. Il faut dire des femmes porteuses. Une mère, ça ne peut pas être une mère porteuse pour donner l'enfant quand il arrive. Donc, tout ça, c'est révoltant. C'est révoltant. Je pense qu'il faut essayer, mais on est dans une société qui part en vrille. Les médias font beaucoup de dégâts. La femme est un objet sexuel. Il n'y a qu'à voir les pubs à la télévision, notamment pour les parfums. Quand on voit un couturier, Jean-Paul Gaultier, pour pas noter, qui son parfum, alors il y a la femme qui est dans le lit en train de bouffer son oreiller, et puis le marin qui s'en va, qui met son calot, il est content de sa prestation, il s'en va, voilà. Là ce qu'on voit. J'ai vu d'autres pubs aussi qui étaient vraiment choquantes. D'ailleurs certaines ont été arrêtées, je pense qu'il y a dû y avoir des protestations. Et puis c'est vrai que la société, un enfant maintenant, il voit des choses qu'il ne devrait jamais voir. Moi je suis une famille nombreuse, j'ai 9 frères et sœurs. J'en ai 3 qui ont embrassé la vie religieuse. Donc nous avons eu une éducation évidemment qui fait que je suis fier d'avoir cette éducation, c'est-à-dire de la dignité en toutes circonstances, le respect de soi, le respect des autres, mais tout ça maintenant ça s'envole. C'est vrai que la jeunesse là, elle est polluée, contaminée, les gosses de 12 ans ils voient des films porno, ils voient des viols, ils ont vu des décapitations sur internet, ils voient des vidéos de violence extrême, même à la télévision on montre énormément de violence. Alors ça c'est quelque chose qui est grave parce que c'est toute une jeunesse qui est là, qui est perdue. Toute cette jeunesse, à mon avis, est perdue. Alors bon, moi je ne peux que vous aider, vous suivre, et tout à fait en harmonie avec tout ce que vous avez dit les uns et les autres. Mais c'est vrai que là, on est dans une société de violence, et je ne sais pas, l'année 2017, je ne pense pas que ce sera l'année du paradis, ce sera, je crois, plutôt un peu l'enfer. Hein. Peut-être que ça se présente en ce moment, en tous les cas. Merci beaucoup Geneviève, merci à vous. Il me semble, sauf erreur de ma part, que vous appréciez, je le mets au passé, François Hollande.
Ah oui, mais maintenant, je veux qu'il dégage rapidement. Hein. Alors là, et ce qui est terrible, c'est qu'il croit qu'il va être élu, et il est en train de faire en ce moment mais des choses extravagantes. Ça, alors, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Il est dans une situation qui est vraiment, avec le dernier bouquin là, dont on parle aujourd'hui et tout, c'est une catastrophe. Mais vous me disiez néanmoins que vous êtes une femme de gauche. Oui, j'ai toujours été de gauche. Bon, j'ai voté Chirac pour pas voter Le Pen, mais là, cette année, je ne sais pas jusqu'où on va trouver, pour la gauche en tous les cas. Mais je pense qu'on rentre dans une ère de violence et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que les discours des hommes politiques, ça paraît tellement creux. Ils se battent entre eux. Je ne sais pas ce que ça va donner ce soir là, sur TF1. Ça va être un combat de coq. Hein, À nous d'être des pacificateurs alors. Absolument. Voilà. Un grand merci Geneviève. Alors on va passer à l'événement en lui-même de la manifestation de dimanche. Et je passe la parole à Albéric Dumont, coordinateur général de la Manif pour tous, et à Bruno Darry. Je vais me mettre debout. Tu te mets debout ? Alors, donc la manifestation de dimanche, donc vous avez déjà assisté à de nombreux événements organisés par le mouvement. On est à plusieurs milliers d'événements sur la République organisés depuis 2013, même 2012. Aujourd'hui, c'est le retour de manière massive de la Manif pour tous dans la rue. Et donc nous avons préparé cette manifestation depuis de longues semaines avec les équipes centrales de la Manif pour tous, nos équipes régionales et évidemment les autorités compétentes dans ce domaine. Donc le rendez-vous est donné ce dimanche à 13h, porte Dauphine, donc à Paris. Et nous manifesterons jusqu'à la place du Trocadéro. Il y aura un rassemblement final avec des prises de parole de nombreux intervenants et experts qui viendront prendre la parole devant la foule. Aujourd'hui, voilà, c'est un dispositif qui est assez conséquent, qui est mis en place. On retrouve une mobilisation importante. Et toutes les équipes de la Manif pour tous sont évidemment mobilisées pour assurer, tant d'un point de vue de la mobilisation que d'un point de vue technique, la réussite de cet événement qui s'annonce déjà comme un des événements majeurs de l'année en cours. Alors, je resterai évidemment à votre disposition pour répondre à vos interrogations. Et je pense également, en ce qui vous concerne, vous avez dû recevoir un lien pour le service de presse pour les accréditations qui vous facilitera la vie le jour de la manifestation, parce que vous aurez accès à un tas de zones et de matériel, de support technique pour vous aider dans votre activité. Alors la nouveauté par rapport aux autres éditions, c'est qu'on va être sur un parcours qui sera légèrement plus court que les autres années, pour des raisons de sécurité. Donc le parcours est le suivant. Nous partirons de la porte Dauphine, nous marcherons sur le boulevard Lannes, puis au niveau de la porte Muette, nous prendrons à gauche l'avenue Henri Martin, puis l'avenue Georges Mendel, pour arriver ensuite place du Trocadéro. Donc c'est un parcours tout au long duquel il y aura des animations, donc les chars de la Manif pour tous, des équipes évidemment d'accueil, de sécurité pour accueillir, encadrer les manifestants, gérer les flux, etc. Enfin, vous connaissez la manœuvre. L'ensemble des équipes est heureux de pouvoir retourner dans la rue, de pouvoir, comme le disait les Gavroche tout à l'heure, c'est aussi notre terrain de jeu. La Manif pour tous n'a jamais quitté la rue, mais de se retrouver dans cette configuration-là est une vraie joie pour toutes les équipes qui attendent de battre le pavé depuis longtemps pour exprimer leur ras-le-bol et pouvoir dire haut et fort stop, ça suffit. Quelle est la distance? Alors la distance du parcours est environ 2,5 km à 2,7 km. Donc ce qui est plus court, environ de moitié par rapport aux autres éditions. C'était une recommandation de la préfecture de police et un souhait de la part de la Manif pour tous de diminuer l'itinéraire habituel. Parce que d'habitude, voilà, nous traversions Paris de long en large ou de haut en bas, pour simplifier aussi le travail des équipes de sécurité du mouvement et répondre à un souhait de monsieur le préfet de ne pas utiliser l'ensemble des forces mobiles de la République française sur cette manifestation. Donc voilà, aujourd'hui, ce choix a été fait pour garantir une sécurité optimale sur l'ensemble du parcours, à la fois au point de départ, donc je le rappelle, porte Dauphine, sur le cortège, vous avez l'itinéraire que je rends public seulement maintenant, et au point d'arrivée, la place du Trocadéro. Sur la place du Trocadéro, donc un podium sera installé à l'entrée du parvis des droits de l'homme, qui pourra être baptisé parvis des droits de l'homme et de l'enfant.
Donc un podium, plusieurs écrans géants, des grappes de son. L'ensemble de la place et des avenues adjacentes seront sonorisées à la fois équipées en son et en vidéo pour permettre à tous les manifestants de suivre l'ensemble des animations qui seront proposées sur place. Voilà. Évidemment, cette mobilisation n'est possible que grâce à l'ensemble des partenaires de la Manif pour tous, dont plusieurs représentants sont présents ce matin et que je remercie pour leur soutien et leur engagement à nos côtés au quotidien et le 16 octobre. Albéric, et l'accès ne se fera que par la porte Dauphine puisque tout est barriéré. Alors, pour des raisons, encore une fois, de sécurité évidente, un dispositif d'un genre nouveau a été mis en place par la préfecture et par les équipes de la Manif pour tous. Donc, pour la première fois dans l'histoire, je pense, de la voie publique, l'ensemble des manifestants va être filtré par les organisateurs du mouvement, ce qui n'a jamais été le cas, puisque l'ensemble des organisateurs de manifestations de grande ampleur n'ont jamais assumé cette responsabilité. Aujourd'hui, la Manif pour tous a pris l'engagement de le faire lui-même. Donc la Manif pour tous organisera évidemment des contrôles et des préfiltrages avant d'arriver sur les points de manifestation, de manière à ce que sur les emplacements déclarés par les autorités, Porte Dauphine, le parcours et la place du Trocadéro, l'ensemble des personnes qui s'y trouveront seront passées par un point de filtrage pour garantir ainsi à tous les manifestants l'aspect familial de cette manifestation. C'est une manifestation qui est faite pour les familles et donc avec les familles, ce qui nous impose à nous, organisateurs, d'avoir une attitude la plus responsable possible et donc de prendre l'ensemble des mesures qui sont nécessaires dans le contexte que vous connaissez et que je ne rappelle pas. Merci Albéric. Bruno Darry, notre conseiller. Oui, c'est un sujet important et le challenge est élevé pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, je ne suis pas un grand devin si je veux dire que la sécurité c'est une chose importante et essentielle, notamment en Ile-de-France et à Paris. Donc on est en plein dedans, il y aura des événements en Ile-de-France et Viry-Châtillon. Deuxième élément, c'est qu'on a mis la barre haute parce que toutes nos manifestations, aucune voiture brûlée, aucune poubelle renversée, pas de jamais, pas de vitrine brisée, pas de policiers blessés, donc on continue parce que c'est notre culture et on veut que ça reste ainsi. Et c'est un sujet sensible aussi parce que nous serons nombreux à un moment de la vie française où le nombre est important. J'en dirai pas plus. On rentre dans les 6 mois qui viennent. Chaque manifestant va être scruté par tout le monde. Donc, comme nous serons nombreux, nous allons être observés, scrutés et comptés. Or, même le président Hollande l'avait dit, l'a dit récemment à des journalistes, il a reconnu enfin qu'un certain 24 mars 2013, nous étions 1 million. Donc, nous serons nombreux. Merci beaucoup Bruno. Alors juste deux points importants. D'abord, sont également partenaires de l'événement l'appel des professionnels de l'enfance, l'association des mères pour l'enfance, ils sont 20 000, et le comité protestant pour la dignité le comité protestant évangélique pour la dignité humaine, je vous demande pardon, CPDH. Donc vous voyez, d'une certaine manière, ce collectif forme une intersyndicale de la famille, pourrait-on dire. Voilà, donc dimanche, tous les amoureux de la famille sont appelés à se mobiliser. Nous les appelons également à interpeller leurs élus pour que les élus participent aussi à l'événement en grand nombre. En tout cas, toutes les sensibilités politiques seront représentées. Tous les élus, nous avons invité, bien entendu, tous les élus de toute sensibilité. Je sais d'ores et déjà que les différentes sensibilités seront représentées, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc nous espérons de véritables succès, non seulement bien sûr en ampleur, mais en succès politique. Pas de PMA sans père, un nouveau coup d'arrêt doit être mis à l'annonce et au projet envisagé par François Hollande et Laurence Rossignol. La GPA, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est de faire respecter l'interdiction de la GPA, et les projets de loi justice, projet de loi justice pour le 21e siècle, mais l'histoire n'est pas finie avec cette loi. Il y a beaucoup de recours et de questions posées au Conseil d'État, donc on est loin des décrets d'application. Projet de loi égalité et citoyenneté, proposition de loi API, etc. Bien des projets dont nous contestons la pertinence et la légitimité. Autrement dit, dans un pays en crise, dans un pays dans lequel les Français, dont les habitants
sont devenus pessimistes, eh bien nous avons besoin de la famille, nous avons besoin de solidarité, nous avons besoin d'être confortés et non pas sans cesse déstabilisés. J'ajoute, vous avez dû voir ces derniers jours, 2 cas de demande de PMA sans père, de PMA dans le cadre de couples dont le père, l'époux est mort, eh bien madame fait conserver le sperme et ensuite elle vient réclamer devant la justice de pouvoir utiliser ce sperme pour une insémination post-mortem. Une autre forme de PMA sans père, et nous le voyons bien, pas à pas, étape par étape, eh bien, si nous n'agissons pas avec force, nous allons vers le nihilisme, l'individualisme le plus pur, ce qu'on peut appeler, ou ce que certains ont appelé, le meilleur des mondes. Nous refusons de nous retrouver dans une société composée d'individus hors sol, sans lien, sans repère, seuls, face à l'État et face au marché. C'est ce qui nous mobilise, c'est bien sûr aussi l'intérêt supérieur de l'enfant, il est au cœur de notre société, c'est lui qui fait notre avenir et nous sommes tournés vers l'avenir. Donc oui à des familles stables, oui à la solidarité, oui à une société humaine. Voilà notre combat. Je vous remercie de votre écoute et nous sommes disponibles pour vos questions. On a couvert tout, répondu à toutes les questions d'anglais. Bravo. Oui. Est-ce que vous avez déjà une idée au vu éventuellement du nombre de cas affrétés de l'affluence? Est-ce que vous avez dit que toutes les sensibilités politiques seraient représentées? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les personnes? Alors, moi, je ne peux pas tellement faire des annonces à la place des politiques. Ils en ont fait pour un certain nombre sur les réseaux sociaux, où ils le feront là dans les jours qui viennent. Je ne pense pas que ce soit à nous de dire parmi les politiques qui vient. Et je vous le dis tout de suite, sur le podium en lui-même, il y aura des personnalités de la société civile, des représentants d'associations, Geneviève, etc. Il y aura effectivement des élus, mais dont nous ne donnerons pas la liste à l'avance, d'autant plus qu'avec les élus, compte tenu de l'actualité, tout peut changer jusqu'au dernier moment. Oui, c'est sûr. Voilà. Et sur le nom? Alors Albéric... Alors sur le nombre, il n'y a que le Manuel Valls qui détermine à l'avance le nombre de manifestants qui sont présents en manifestation. On s'est toujours refusé de donner des estimations avant l'arrivée des manifestants sur les lieux. Nous organisons des événements, c'est toujours extrêmement compliqué à estimer, donc on préfère ne pas voilà, jouer à ce jeu-là. Voilà. Est-ce que vous connaissez un mouvement politique, un syndicat, une association, un parti, un homme politique qui est capable de mettre plusieurs fois dans les rues de Paris plusieurs centaines de milliers de personnes? Oui ou non? Je vous pose la question. Hein. C'est tout. Donc on recommence. Donc oui, il y aura beaucoup de monde, mais on est incapable de vous donner un chiffre précis aujourd'hui. Ah, mais si vous connaissez, vous me dites, hein, on va comparer. Non, mais en général, le préfet de police, il sait au début de l'après-midi, avant même que les gens aient fini d'arriver. Mais bon, il a un talent que nous n'avons pas. Vous connaissez, on fera comparaison. Pour l'instant, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on est... Après, on n'est pas à 50 ou 100 000. Si je peux me permettre juste d'intervenir, c'est que d'expérience de mobilisation, je constate que le nombre d'affiches en fait collées pour nous est un repère important et nous avons manqué d'affiches, nous avons dû coller des affiches des manifs précédentes tellement il y avait eu de gens mobilisés pour aller coller des affiches la nuit. Pour nous, c'est un critère assez important d'une très forte mobilisation. Et on espérait faire une commande de tracts dont la première fin août était extrêmement importante et il a fallu recommencer 5 tirages. Donc effectivement, il y a des signes très encourageants. Après, voilà, certains... enfin, après, il est impossible de dire à l'avance. Et nous faisons bien savoir que la sécurité sera très, 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 très bien assurée, mais il y a cet aspect-là, malgré tout, qui peut peut-être retenir certains de venir. Voilà. J'espère que ce ne sera pas le cas. Miroslava Voronický, présidente d'un club Gazeta Polska à Paris. J'ai une question. Moi, personnellement, j'ai appris à propos de cette manifestation tout à fait par hasard, il y a une dizaine de jours, même pas de semaines, tout à fait par hasard, par l'intermédiaire d'une sœur de congrégation polonaise qui organise un petit pèlerinage de leur lieu de bagneux.
J'ai demandé le prêtre polonais d'une grande église à Concorde. Il n'en savait rien. C'est moi qui l'avais informé. J'ai demandé d'informer les gens pendant les messes. Alors j'ai une question. Est-ce que vous utilisez le réseau par les paroisses? Parce que c'est... Alors la Manif pour tous est inconfessionnelle, donc nous tractons partout, et y compris tous les week-ends, et y compris devant les paroisses, devant les mosquées, etc. Mais voilà, nous n'avons pas il n'y a pas de mot d'ordre donné par l'épiscopat, et nous ne sommes pas dépendants de l'épiscopat. En l'occurrence. La communication se fait beaucoup par affiches, par tract, par réseau. Ouais, partout, mais voilà. Autour de Paris, dans les départements qui sont proches de Paris, vous ne pouvez pas louper. On a eu, c'était assez amusant, le week-end dernier, on a croisé des gens qui étaient de province dans le tram et qui faisaient des commentaires sur les collages d'affiches. Et ils disaient, ça fait plusieurs fois qu'on vient à Paris, mais ils sont une armée pour coller autant d'affiches. Mais quelle mobilisation! Et il y a eu toute une discussion de ces gens de province qui étaient bluffés de voir autant. Je pense que la communication, elle passe beaucoup par ces affiches. Tout le monde passe, enfin tout circule par les réseaux de chacun et les réseaux des réseaux. Voilà. Téléphone arabe, comme vous dites. Voilà. Exactement. Le million de personnes. De créer une banque d'adresses de mail une fois que vous captez certaines personnes par les associations pour multiplier façon d'informer. Mais non, l'information vous est arrivée tardivement, mais vous voyez, elle vous est arrivée. Mais si vous avez une banque de mail, on est toujours preneur. En toute hypothèse, quand M. Hollande reconnaît qu'il y avait 1 million de personnes dans la rue, ce n'était pas 1 million de catholiques. C'était beaucoup de non-catholiques aussi. Ce n'est pas un sujet, des sujets qui ne sont portés que par des catholiques. Quand Ludovine disait que nous sommes un syndicat de famille, c'est une erreur, je le dis très amicalement. Intersyndical, je disais. Et même intersyndical. Oui, vous avez raison, c'est une image, Jean-Marie. Nous sommes porteurs en fait, de quelque chose qui cherche et qui vise le bien commun, et c'est une promotion qui est faite pour tous. Et ce n'est pas la représentation des intérêts d'un groupuscule ou de quelque chose de particulier. C'est l'intérêt général. Donc en fait, les manifestants sont des manifestants qui représentent les Français, ce n'est pas les manifestants qui représentent les paroissiens. Même si j'ai beaucoup de sympathie pour les paroissiens, vous pouvez l'imaginer. Est-ce que vous pouvez nous redonner le nombre de sympathisants? Comment vous évaluez le nombre? On n'a pas d'adhérents, on n'appelle pas d'adhésion. En fait, pour tout vous dire, on est tellement tourné vers d'abord la réflexion indispensable à toute action et vers l'action, qu'on simplifie au maximum les questions techniques et donc on n'a pas lancé d'appel à adhésion. Au niveau de l'organisation, vous êtes combien? Et au niveau des sympathisants, vous évaluez à combien? À combien de personnes vous envoyez des mails par exemple? Alors on envoie des mails à 400 000 personnes. Voilà ce que je peux vous dire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits à la newsletter. Il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais inscrits. Les 700 000 au CESE. Le CESE, on avait rassemblé... Il y en a qui sont inscrits, qui ne sont pas intéressés par la manif, mais qui un jour au contraire. avoir une info et puis du coup ça aurait été... Alors la pétition du CESE, on avait rassemblé en 3 semaines 700 000 signatures sur papier, hein, donc c'était posté, c'est pas internet. Et contrôlé. Et en un mois, donc il y en a qui sont arrivés encore après qu'on ait déposé, on a eu 850 000 en un mois. Personnes qui nous ont adressé un document rempli. La plus grande pétition jamais organisée en France, attestée par huissier, rejetée par le CESE. Et après condamné, en l'occurrence rejet, condamné par le tribunal administratif de Paris, mais un an après. Donc, et au niveau de l'organisation, combien de personnes? À Paris, il y a 150 bénévoles qui en permanence, à côté de leur vie professionnelle, de leur vie étudiante, etc., sont engagés à la Manif pour tous. Pas venir en région. 150, 150. En termes de cadres régionaux, donc c'est départemental, régional. Ah oui, de cadres. De cadres. Ouais, c'est-à-dire des gens qui ont une responsabilité, sont responsables de département, d'équipe. Qui sont sur l'année, c'est pas au moment des mobilisations. Non, oui, tout à fait. Et à Paris, il n'y a pas 150 cadres, si c'est des bénévoles. Non, à Paris c'est 150, vous avez raison, à Paris c'est 150. Des équipes centrales réparties, en fait, on peut dire quand même que c'est des cadres, parce que vous avez une organisation qui est pyramidale, qui a un comité de direction, différentes fonctions, opérationnelles, communication, réseau, etc. À l'intérieur desquels vous avez des pôles, en opération vous avez technique, sécurité, etc. Dans lesquels vous avez des cellules, etc. Donc on est quand même nombreux. En fait, pour vous donner un exemple, il faudrait qu'on aille chercher plus près, mais pour vous donner un exemple, si je prends le pôle produits dérivés, a une adresse @lamanifpourtous.fr
et notre interlocuteur, le responsable. Et après lui, il est aidé par toute une équipe qui, elle, n'a pas d'adresse mail de la Manif pour tous, etc. Chacun relaie, en fait. Et j'avoue que c'est là que je suis... je sais qu'on en compte en tout cas 150. Mais il doit y avoir un peu plus là. Hein, que tout le monde est bénévole. Hein. Voilà, absolument. En sachant qu'en plus, comme en travail collectif, là vous dénombrez en fait ce qui est la Manif pour tous. Ce qui est l'un des réseaux. Exactement. Et le travail, et ça c'est une nouveauté en France à mon sens, mais vous allez me confirmer, depuis 2012, le travail interassociatif n'a jamais été d'une telle intensité ni d'une telle ampleur. Nous sommes connectés les uns aux autres absolument en permanence. Et évidemment, c'est essentiel. Oui. Nouvelle Hardy pour France 5. Sur votre site internet, vous affichez plusieurs porte-paroles comme Kamel Béchik ou encore Lionel Lombroso. Je voulais savoir pourquoi ils ne sont pas là ce matin et est-ce qu'ils seront là dimanche à la manifestation? Alors, donc il y a aussi Jean-Pierre qui est là, il y avait Jérôme Brunet, mais qui vient de prendre des responsabilités professionnelles qui fait qu'il est obligé de se mettre en retrait. Alors je ne sais pas si ça a été, la modification a déjà été faite. Oui, c'est fait. C'est fait. Kamel habite à Bordeaux et il sera là, mais voilà, il ne pouvait pas passer non plus 4 ou 5 jours à Paris. Et Lionel Lombroso, lui, est en Normandie. Et il sort d'une hospitalisation. Voilà. Et donc Jean-Pierre, qui vient de Normandie aussi, a fait l'effort de venir, mais tout simplement. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci de votre écoute. Pardon d'avoir été un peu long, mais voilà, le collectif... Il y a une dernière question. Ah, pardon. Monsieur Trentin, vous aviez une question, non? Oui, j'ai une question pour Madame de Fontenay. Geneviève. Je voulais savoir quel allait être votre rôle dans la Manif pour tous. Oh, j'ai pas un rôle. Est-ce que vous êtes la nouvelle égérie de la Manif pour tous? La sécurité. Oui, oui. J'espère qu'on ne laissera pas venir les casseurs, hein, parce que ça commence à bien faire les casseurs. Il n'y en a jamais eu. Ah bah j'espère, hein, parce que franchement, c'est un fléau ça. Geneviève prendra la parole sur le podium d'arrivée. Oh, parole, je dirais quelques mots et tout. Je suis à votre niveau et je viens parce que je ressens ce que vous ressentez, et puis c'est tout, l'injustice et des choses qu'on n'arrive pas à admettre, c'est ça qui est terrible, quoi. Et pourtant, il y a beaucoup de médias. Les médias devraient peut-être être plus présents aussi. Hein. Ça, c'est vrai qu'on fait des publicités pour des trucs qui n'ont aucun intérêt. Hein. Enfin, les médias sont là. Oui, comme celle qui s'est fait voler. Merci à tous ceux qui sont là. Celle qui s'est fait voler ces millions de bijoux, ça a fait le monde entier pendant qu'on était en train de bombarder en Syrie. Merci à tous ceux qui sont là. Il y a une autre question. Soirée pour la prière, je ne veux pas être mal poli, mais vous savez qu'il y a pas mal de groupes, pas forcément LGBT, qui vont faire des contre-manifestations, ou même ils font des appels pour le sabotage de la manifestation. Donc, c'est quoi votre sentiment face à ces groupes? Alors, je vous remercie de votre question. 2 choses. Effectivement, malheureusement, certaines associations, depuis 4 ans, passent leur temps à dire regardez, les gens qui défilent là-bas sont des gens qui sont homophobes. Il y a une parole de haine qui est absolument épouvantable et qui est originaire de certains militants qui nous accusent, alors que nous n'avons pas cessé de condamner toute forme d'homophobie, nous n'avons pas cessé d'être extrêmement clairs là-dessus, et en réalité, c'est évidemment une manière d'empêcher le débat. C'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec certaines revendications, c'est tout de suite traduit différemment. L'homophobie, c'est le manque de respect à l'égard d'une personne au motif de son orientation sexuelle, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec tout qu'on peut aussitôt utiliser ce qualificatif tout à fait scandaleux. Ce qui est homophobe, c'est de dire qu'un homosexuel ne peut pas penser par lui-même. À chaque fois sur mes réseaux sociaux, on me demande pourquoi j'interviens, etc., en me reprochant en gros de ne pas être dans la ligne. Ça, c'est homophobe de penser que à 53 ans, je ne peux pas être dans la manif pour tous sans être phagocyté, etc. Voilà. Je sais ce que je suis, je sais ce que je demande. Voilà, ça c'est homophobe. Comme a dit quelqu'un, pas d'amalgame. Ouais.
Alors, mais je poursuis là-dessus, si vous le permettez. Nous nous opposons à la gestation pour autrui, quel que soit le couple ou la personne concernée. Nous nous opposons à la PMA sans père, que ce soit post-mortem, que ce soit pour les couples de lesbiennes, que ce soit pour les célibataires. Ce ne sont pas des questions de sexualité, c'est encore une fois toujours au cœur le besoin et le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère reconnus par la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans la mesure du possible, bien sûr, il y a des orphelins, mais faire des orphelins, de père ou de mère, faire délibérément et consciemment, c'est une injustice terrible que nos responsables ont eu la lâcheté d'accepter. Ils ont cédé à des pressions en omettant le besoin de l'enfant. Tout ça pour vous dire que il y a des gens, en effet, et sur des réseaux sociaux, on n'en parle jamais, mais le nombre de menaces de mort, d'insultes, diffamations, etc., on est en train de les recenser. C'est absolument stupéfiant. Il y a un véritable problème. Alors nous, on ne s'en plaint pas, on ne victimise pas, etc. Mais ça fait 4 ans que ça dure, sur un motif, parce qu'on a fait croire à des gens, et qu'ils le croient. On leur a fait croire qu'on a quelque chose contre eux en tant que personne homosexuelle. Ce qui est tout à fait scandaleux. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu un message, un slogan, une image, quoi que ce soit, à l'encontre des personnes homosexuelles. Bien au contraire. Un certain nombre de personnes homosexuelles sont montées sur les podiums, etc. Et le comble étant que ce sont les plus attaqués et ceux qui sont le plus accusés d'homophobie. C'est une vraie question en termes de débat. Ça fait partie c'est à peu près le seul argument. De toute façon, ces gens-là sont prétendument violents, sont prétendument homophobes, etc., etc. Alors évidemment, il y a des groupes, c'est vrai, qui nous détestent, parce qu'ils en sont persuadés, et qui du coup annoncent qu'ils vont venir contrecarrer la manifestation. Alors compte tenu des mesures de sécurité, qui ne les visent pas eux, mais qui visent bien sûr d'autres groupes radicalisés et dangereux, et bien compte tenu des mesures de sécurité, je leur souhaite bon courage pour pouvoir faire quelque chose. Ils ont, cela étant dit, essayé à chaque manifestation, et ça n'a jamais rien donné. La manipulation la pire, l'attaque la pire a été la suivante. Certains d'entre vous s'en rappellent peut-être. J'ai donné de manière un peu improvisée un point presse. Un média vient me voir, me pose des questions, arrivent d'autres médias, et après je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose qui avait été organisé. Peu importe, j'ai eu un mur de caméras, photographes devant moi, et derrière moi sont venues se placer différentes personnes avec des panneaux de la Manif pour tous. Je réponds à beaucoup de questions, et puis au bout d'un petit moment, et nous on s'en est pas rendu compte tout de suite, ces panneaux ont été tournés dans l'autre sens. Et sur ces panneaux, toujours aux couleurs de la Manif pour tous, il y avait des propos absolument infâmes, homophobes et scandaleux. Plein de photos avaient été faites, et au moment où on s'en est rendu compte, les médias repartaient. Donc nous avons publié tout de suite un communiqué de presse pour dénoncer ces propos et la manipulation. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que le groupe qui avait fait ça a raconté qu'il avait essayé une manipulation monstrueuse, tout simplement, malhonnête. Il avait essayé de manipuler. Ils avaient échoué, parce qu'on a tout de suite réagi, expliquait-il. Donc ils ont expliqué, ils s'en sont même pas... voilà. Mais ils ont mis en ligne ces visuels. Et donc ces visuels, et c'était extrêmement malin, ces visuels avec le logo de la Manif pour tous et des propos scandaleusement homophobes sont aujourd'hui disponibles sur Internet. C'est exactement ce que je vous racontais tout à l'heure. Un groupe LGBT qui lui-même tient des propos haineux et homophobes, lui, pour nous les attribuer. Voilà exactement ce qui illustre ce que je vous disais au début. Vous connaissez le nom du groupe qui a fait ça? Oh, je n'ai pas passé des heures parce que c'est tellement écœurant. Vous retrouveriez en 10 secondes sur Internet. Peut-être que sur ce sujet... En plus, il faut rajouter quelque chose, c'est que le droit de se rassembler, c'est un droit fondamental en France. Donc, on ne demande pas une autorisation, on fait une déclaration à la préfecture. Bien sûr, après il y a un dialogue, mais ensuite, la sécurité de la manifestation est à la charge du préfet de police. C'est lui qui veille au bon déroulement, pas à l'intérieur c'est notre affaire, mais vis-à-vis de l'extérieur. Si jamais on voit des gens arriver avec des barames, etc., on les prévient et c'est les forces de l'ordre qui interviennent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la protection extérieure, c'est l'affaire de la préfecture de police pour permettre le bon déroulement d'un rassemblement, alors que nous, on veille à l'intérieur. Si on refait l'histoire de notre mobilisation, nous avons été à plusieurs reprises interpellés sur notre responsabilité dans des agressions homophobes. J'ai été réveillé par une télévision pour répondre à Pierre Berger après la mort de Clément Méric. J'ai été alerté de cette mort et immédiatement après, j'ai dû expliquer en quoi nous étions ou pas responsables de cette mort. Et la France entière a vu des images de personnes qui ont été molestées à Paris. Je pense à
un homme. Et à chaque fois, nous avons été mis en demeure d'expliquer en quoi nous étions innocents de ces agressions homophobes indignes. Mais l'opinion publique, pour une partie, a vu dans ces images le reflet de nos mobilisations, alors que la justice, quelques années après, a pu entièrement montrer que ça n'avait absolument rien à voir avec la Manif pour tous. D'ailleurs, les contre-manifestants, lorsqu'ils se sont approchés de nos manifestations ou qu'ils les ont parfois traversées, n'ont jamais été molestés en quoi que ce soit. Au contraire. Il y a vraiment, s'il y a un endroit sécurisé pour des personnes qui nous critiquent, et puis nous en sommes finalement fiers, parce que nous l'avons exprimé, 0 vitrine cassée, 0 voiture brûlée, personne n'a jamais été molesté au sein de nos manifestations, et il y a par conséquent, nous le demandons, moi-même qui ai été menacé à quelques reprises, j'ai dû aller voir la gendarmerie quand même pour le signaler, par des personnes explicitement, nous n'avons pas tellement été défendus. Il n'y a pas tellement eu de personnes s'indignant des agressions qui continuent tous les jours sur Twitter et qui nous taxent de haine. Alors, nous ne répondons jamais. Lorsque on dévoile notre supposée haine, c'est à nous de savoir si nous sommes haineux ou pas. Peut-être ça se voit ou ça ne se voit pas. Est-ce que j'ai de la haine pour des personnes? Eh bien, je considère comme une insulte extrêmement grave de nous taxer de haine. Car ça risque en plus de générer sur certains esprits faibles de la colère, un ressentiment, donc c'est jouer avec le feu. Et en tout cas, on a besoin, nous, d'être défendus, et au moins d'être défendus lorsque nous sommes menacés et agressés, menacés de mort. Et par ailleurs, j'aimerais bien qu'on note que quand il y a une manifestation LGBT dans des grandes villes, on pourrait peut-être noter qu'il n'y a pas d'appel de la part des gens de la Manif pour tous à aller faire des contre-manifs. Qu'il n'y a pas d'appel à une haine de la part de la Manif pour tous quand il y a des manifestations. Il n'y a jamais ni sur les réseaux sociaux on de note notre page. toujours l'agressivité d'un côté, mais pas la non-agressivité de l'autre. Voilà. Et je vous invite, si vous voulez faire une expérience intéressante, c'est d'emprunter le suite d'Albéric, c'est de pas oser d'en acheter un, puis vous le prête, et puis allez vous promener un peu dans Paris, vous allez voir, c'est intéressant. Vous allez voir où vient l'agressivité. Juste un papa et une maman. Donc, pas sur le... En résumé... Non mais alors attends, un point quand même, je te demande pardon. En France, aujourd'hui, dire que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère, notre propos, depuis 4 ans, c'est de rappeler que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Bien sûr. Eh bien, en France, c'est devenu synonyme de haine que de dire cela. Il y a quand même un problème de démocratie, de dialogue et d'expression, de liberté d'expression. Bien sûr. Je me rappelle de l'étude INSEE décembre 1995, 80% des Français estiment qu'un enfant, pour s'épanouir, a besoin de son père et de sa mère. 80% des Français le pensent, et c'est en ce sens aussi que nous agissons, comme l'a dit Jean-Marie tout à l'heure, au nom du peuple français tout autant, et nous rejoignons les aspirations très profondes de la plupart des personnes. Merci à tous. Merci beaucoup.